Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains depuis longtemps, 1989, également impliqué dans le tourisme puisque je préside l'ANET, l'Association nationale des élus des territoires touristiques, de quelques 1000 communes adhérentes à notre organisation de conseil, de plateforme ressources et de lobby. Donc c'est un regard de maire que vous allez nous porter sur les villes médianes. Oui, volontiers, en relation également avec mon autre mandat, qui est d'être le premier vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Donc une vision qui est celle des collectivités locales, bien sûr urbaines, mais départementales, car je crois que le tissu qui est celui des territoires est un tissu de complémentarité. Votre définition de la ville médiane, alors j'ai bien dit médiane, je n'ai pas dit ville moyenne ou ville intermédiaire, je dis ville médiane. Alors, pour moi, médiane, c'est ce qui se trouve à équidistance, en quelque sorte. Également, je la ressentirais comme cette ville qui est une ville ressource, qui n'est pas nécessairement importante par sa démographie, par sa population propre, mais par ses activités et évidemment par la convergence des chalandises, la convergence bien sûr des services. Nous sommes Enghien-les-Bains, une petite ville, un centre en quelque sorte, au milieu d'une vallée, la vallée de Montmorency. Alors les villes médianes, certaines ont des atouts touristiques, d'autres elles ont des pôles de compétitivité. Qu'est-ce qu'elles ont en commun en fait ces villes médianes? La ville médiane, c'est la ville-service. On peut dire aussi que plus qu'un déterminant géographique ou statistique, la ville médiane c'est un certain art de vivre. Oui, oui, volontiers, volontiers. Je pense que tous les maires ont à cœur de donner à leur population la sécurité, le confort et les loisirs maintenant. Donc l'art de vivre, d'abord c'est un art de vivre à la française, il n'est pas tout à fait identique selon nos provinces, puisqu'on a de l'histoire, de la culture. Il est évident que l'art de vivre est beaucoup plus détendu dans des zones apaisées, géographiquement, économiquement, tandis qu'une ville qui se trouve à 13 km de la capitale, évidemment, est une compensation par rapport à la densité urbaine, aux trépidations qui sont celles de la ville, le centre et ville capitale. Qu'est-ce qui fait l'identité d'une ville? Ce qui fait l'identité d'une ville, je crois qu'il y a plusieurs points. Il y a sa géographie, naturellement. Il y a ses paysages. Il y a son patrimoine, il peut être historique, il peut être essentiellement également naturel, et la manière dont on y vit, c'est-à-dire la qualité des prestations, la sécurité. À ce jour, nous avons le sentiment que la sécurité, qui n'est pas seulement celle des personnes et des biens, mais c'est aussi la sécurité en termes de santé, c'est la sécurité en termes d'approvisionnement, et c'est un élément qui joue énormément aujourd'hui. Et l'art de vivre passe d'abord par le bien-être. Le bien-être est compensé par des activités de culture, de loisirs, d'approvisionnement alimentaire, de restaurants, bien entendu. Tous ces éléments nous permettent d'accéder à l'art de vivre, ne serait-ce aussi que par les équipements sportifs que nous pouvons avoir, les équipements ludiques, au sens du bien-être, à travers des fitness, à travers toute une série de dispositions, même les plus simples. Un parcours santé autour du lac fait partie aussi, je pense, de l'art de vivre. Alors, on parlait d'identité d'une ville. L'identité, elle est liée à la fierté aussi d'appartenir à une ville. Bien entendu, la fierté, si elle n'est pas partagée par ses habitants, ça signifie que les habitants sont presque de passage, et qu'ils n'adhèrent pas à l'histoire de la ville. Je pense qu'il y a une histoire.
cette histoire, elle n'est pas toujours perçue. Nous sommes souvent confrontés à d'une très grande mobilité de nos populations. Ma ville d'Enghien-les-Bains, notre ville d'Enghien-les-Bains, enregistre 8 à 10% de flux entrants, sortants par an. C'est beaucoup, bien entendu. Cela signifie que environ 1000 à 1200 Anghénois nouveaux chaque année. Donc il faut qu'il y ait des appropriations, des adaptations d'abord, des appropriations. Il y en a qui sont essentiellement dans une organisation dortoir. Donc ils se sont installés à Enghien parce qu'on est à quelques kilomètres de Paris. Nous sommes extrêmement bien desservis par la SNCF en particulier et la gare du Nord. Donc nous avons là une population qui n'est pas nécessairement intégrée ou qui a le souci de s'intégrer. En revanche, on a, et notamment depuis la crise sanitaire, des jeunes couples qui ont voulu abandonner les cœurs de ville lourds pour s'installer à Enghien en raison effectivement de cette perception qui est une manière d'y vivre, voire un art d'y vivre, comme vous le soulignez. On est fiers d'habiter dans une ville qui est connue déjà. Enghien est connue comme une ville thermale, est connue comme une ville où il y a un hippodrome, même s'il n'est pas sur le territoire d'Enghien, mais lorsqu'on annonce 50 fois par an les courses à Enghien, ce sont effectivement des millions d'auditeurs qui entendent résonner ce nom. Enghien est connu bien sûr par son casino, c'est le premier de France, tous jeux confondus, c'est même encore en jeu de table premier d'Europe. Nous avons là un établissement extrêmement important. Il est évident aussi que le lac est une référence. D'ailleurs, quand on demande à un Enghénois comment vous définissez Enghien, quel premier élément qui vous vient à l'esprit, c'est le lac, bien entendu. Et puis enfin, il y a un peu l'histoire, il y a un petit peu l'histoire. Il y a eu un duc d'Enghien qui est resté évidemment dans l'histoire de France et l'histoire napoléonienne. Donc tous ces éléments convergent effectivement pour donner une certaine fierté d'appartenir à une ville qui reste une ville d'eau, une ville la plus verte possible, qu'on essaie à nouveau de replanter là où on peut reconquérir 100 mètres carrés. Nous planterons, c'est attendu d'ailleurs par une grande partie de nos populations. On va rester sur Enghien parce qu'Enghien c'est une exception dans cette grande métropole parisienne qui est la première métropole d'Europe. Comment une petite ville, une ville moyenne arrive à se faire remarquer, arrive à tirer son épingle du jeu dans une grande métropole comme celle-là. Vous l'avez dit, elle est connue. Mais... Oui, mais elle est connue et à la fois méconnue, parce que nous avons souvent cette surprise à l'occasion de colloques, comme ceux d'ailleurs que vous savez organiser en termes de médecine, les entretiens médicaux d'Enghien, lorsque nous avons des visiteurs de marque, lorsqu'il s'agit des entretiens européens ou lorsque des gros séminaires se déroulent dans les hôtels du groupe Barrière, nous avons des visiteurs qui disent « je connaissais pas Enghien, j'habite Paris depuis 20 ans, je connais pas Enghien ». Et c'est à 14 km de Paris. 14 km, bon 14 km selon les heures, évidemment, ça peut être 1 heure de route, comme ça peut être 20 minutes de route en d'autres heures. Mais c'est une surprise, bien entendu. On peut dire qu'on est au oasis à quelques kilomètres de Paris, mais nous ne sommes pas sur les grands axes routiers. Cela peut-être joue, bien entendu. Nous avons effectivement un autoroute A15 qui est l'un des derniers à avoir été réalisé par rapport aux grands axes comme l'autoroute A13 et autres. Il y a peut-être un effet de circulation. Nos banlieues sont des banlieues qui ont été d'abord des banlieues plus industrielles et économiques que d'habitables. Aujourd'hui, elles sont devenues plutôt des banlieues dortoirs. Alors tout ceci, effectivement, n'a pas favorisé dans les 70 dernières années, depuis l'après-guerre, la convergence sur Enghien. Mais dans l'histoire, Enghien était au XIXe siècle la ville, en quelque sorte,
où on venait se reposer. On était dans une ville évidemment thermale, une ville de fête, bien entendu. La meilleure démonstration, c'est la création d'Enghien. Nous avons été érigés donc en commune en août, le 7 août 1850. Pourquoi? Parce que la ville s'était constituée avant d'être juridiquement reconnue. Donc nous avions là des hôtels, nous avions 3 établissements de terre, c'était la fête. Le train est arrivé en 1846, la gare d'Enghien a été ouverte cette année-là, sur une ligne d'ailleurs qui est Paris-Lille, parce que pendant quelques années, une quinzaine d'années, la ligne de Paris-Lille passait par la vallée de Montmorency, et il est évident qu'une convergence de visiteurs, y compris aussi de fêtards, au sens presque du trouble, a conduit à une organisation. Mais Enghien était extrêmement prisé. Quand nous voyons les affiches des chemins de fer du Nord, nous voyons en quelque sorte tous les témoignages que cette ville était éminemment touristique. Éminemment. Je suis pas sûr, non, je suis pas très sûr aujourd'hui que l'ensemble de la population ait conscience de tout ça, du tout. Il me semble aujourd'hui que les populations qui rejoignent Enghien cherchent, notamment les familles, les jeunes familles. Enghien est réputé parce que nous avons des écoles extrêmement qualifiées, à la fois public et privé, bien entendu, un très gros collège-lycée privé, d'excellentes écoles publiques. Nous avons aussi une capacité en termes de crèches, puisqu'on répond à plus de 82% aux besoins de la population. Il y a plus de 200 places de crèches dans cette ville, et de crèches, je dis bien, nous, notre propre. Maison de la petite enfance et 160 berceaux, c'est déjà considérable. Nous avons la proximité des transports. Enghien, c'est aux heures de pointe, on ne regarde pas l'horaire, on prend le train comme on prend le métro. Il y a 8 trains à l'heure, donc en heure creuse c'est 15, on est à 15 km, 15 minutes plutôt, de la gare du Nord. Il y a 9 lignes d'autobus qui convergent à Enghien. Nous avons 7 à 8 agences bancaires, une vingtaine d'agences immobilières, vous voyez, et bientôt 10 notaires. Je ne vous parle pas des médecins, là aussi on est encore, même si on s'est beaucoup atrophié sur ce champ, et il reste à Enghien une quarantaine de médecins. Bon, j'avais 12 généralistes, bon maintenant il n'y en a plus que 7, mais il y a encore des éléments de réponse qui participent à ce que je vous disais tout à l'heure, ce besoin de sécurité, de savoir qu'on a à portée de main vraiment tout ce dont on a besoin pour sa santé, pour ses enfants, pour le sport. On a des équipements qui sont à portée de main. Comme Enghien est tout petit. Enghien, c'est 174 hectares. Vous vous rendez compte? Donc, nous sommes... si on soustrait le lac, 44 hectares, les espaces verts, nous sommes 10 000 habitants kilomètre carré. Ça paraît très dense, c'est même supérieur à beaucoup de quartiers de Paris. Mais en même temps, il y a un effet de dilatation, il y a un effet de paysage qui fait qu'on est à l'aise, bien entendu. On ne bouchonne pas dans Enghien en quelque sorte. Il y a des heures de sortie des écoles et autres, bien entendu, ou les jours de marché où c'est plus dense. Parlons du marché. Nous avons la chance d'avoir un marché qui ouvre 3 fois par semaine, mardi, jeudi, samedi. Le samedi, c'est un marché extraordinaire. Il y a 60 marchands alimentaires des meilleures qualités, de plus en plus de bio. Je me rappelle comment Jean-Pierre Coff adorait venir s'y promener. Donc, ce sont des éléments, voyez-vous. En plus, un marché, c'est pas seulement un lieu où on fait des achats. Mais un lieu où on se retrouve, donc on voit le samedi matin, il y a encore quelques cafés pas très loin du marché, les terrasses, il fait bon vivre un peu comme en province. Enghien est vraiment une ville-service. Vous avez tout Enghien, en termes de profession libérale, vous avez tout. On continue sur l'identité et ce qui incarne la ville, le rôle du maire dans l'incarnation de la ville. Est-ce que le maire est incarné?
le maire et son équipe doivent promouvoir une vision, d'abord, une vision. Une ville est constamment en construction. Moi, j'ai toujours pensé que toute ville était inachevée, pour deux raisons. La première, c'est l'évolution des populations, tout simplement. Toutes les sociétés mutent, toutes. Elles mutent sur un temps plus ou moins long. Nous avons, depuis une cinquantaine d'années, accéléré, bien entendu, le rythme des mutations. Avant, il fallait parfois 100 ans pour que la société, en quelque sorte, se modifie. Aujourd'hui, on a des cycles peut-être de 15 ans. Bon, dans une société plus fluide, plus jeune, plus exigeante, qui s'est désengagée en quelque sorte des modèles traditionnels. Donc, il faut y répondre, bien entendu. L'urbanisme, c'est la deuxième raison. L'urbanisme évolue. Il évolue d'abord sous la contrainte démographique ou la loi. Je pense à la loi SRU, donc qui conduit à réaliser avec légitimité, mais sans excès. Quand on peut, c'est bien, quand on ne peut pas, ça devient une contrainte insupportable, pour réaliser des logements sociaux. Bon, nous en réalisons à peu près 40 à 50 tous les ans. On est un petit peu en retard aujourd'hui parce qu'on est de moins en moins de foncier, il n'y a plus rien de disponible sur cette ville. Donc ça, c'est un des éléments. Mais il y a aussi dans l'urbanisme les conditions d'environnement climatique et par là juridique. La loi Climat, par exemple, va modifier, bien entendu, et je pense dans le très bon sens, la construction. Donc, une vision d'une ville qui pouvait, il y a 40 ans pour un maire, être dynamique démographiquement, donc maire constructeur, aujourd'hui c'est l'inverse. Moi, ici, à Enghien, je devrais plutôt être déconstructeur pour pouvoir donner plus d'espace vert, pour désimperméabiliser les sols, qui est d'ailleurs, nous sommes en révision du PLU, et je peux vous dire que c'est vraiment l'environnement durable qui est au cœur de notre réflexion. Ça va porter sur ce premier aspect, donc désimperméabiliser, et également la nature des matériaux, la nature des constructions, les questions de lumière, d'ensoleillement, d'harmonie avec les paysages, donc tout un élément. Voilà pourquoi une ville, et c'est passionnant, voilà. Et le maire doit être effectivement un catalyseur de tout ça, anticipateur aussi, parce qu'il n'y a aucun élu en France qui ne peut échapper au devoir d'anticipation. C'est vrai, on a vu notre maire. On est toujours un ambassadeur. On représente d'abord. Qu'est-ce qu'un élu territorial et un élu communal? Il représente la population. Bien entendu, il a été élu dans un système dit représentatif, qui, je crois, reste vertueux, même si depuis maintenant quelques 15 à 20 ans, les mécanismes participatifs se sont multipliés. Certains sont bons, et parfois ils sont lourds. Ils peuvent aussi favoriser des entrismes qui sont pervers, qui peuvent être pervers, avec cheval de Troie en quelque sorte de visions qui ne sont plus libertaires que démocratiques. Voilà. Mais le maire, effectivement, est un petit peu, comment dire, le porte-oriflamme de sa population. Alors, historiquement, la France, elle s'est structurée autour de ces villes médianes, justement. Est-ce que c'est encore vrai? Je pense que faut distinguer les grandes agglomérations. Je pense à l'Île-de-France, je pense au Lyonnais, à la région, l'île Roubaix, Tourcoing, bien entendu, où l'effet est absorbé, compensé par la dynamique même de l'agglomération, par son mécanisme institutionnel. Nous n'avions pas, il y a 50 ans, c'est évident, la structuration faite par la région, par les territoires qui ont été réorganisés, inachevés
bien entendu, en Île-de-France, parce qu'on ne peut pas dire que la métropole ait véritablement été achevée, mais on le sent bien à Lyon. La Courlie a joué ce rôle. L'île Roubaix-Tourcoing, pareillement. Nous avons là des dynamiques. Et là, la ville médiane, à mon sens, est complètement absorbée. Elle est en quelque sorte, elle n'est plus qu'un effet de quartier. Ailleurs, j'ai le sentiment que les villes, au contraire, ces villes médianes, se sont musclées, ne serait-ce que par deux vecteurs d'attente de nos populations, le sport, les équipements sportifs et la culture. Quelle est aujourd'hui une ville qui... Allez, on va la prendre, une ville de 20 000 habitants, de 30 000 habitants, qui ne s'est pas dotée d'un bel équipement culturel. Jadis, on se contentait du cinéma, bien entendu, mais aujourd'hui, c'est complètement autre chose. On a besoin d'un lieu, d'un foyer, en quelque sorte, d'expression, de création, de convergence, et les maires ont très bien conduit à cette opération. Et puis aussi, il y a un autre effet, qui est l'effet des zones d'activité. Auparavant, nous avions bien sûr la concentration de la grosse industrie de transformation. Aujourd'hui, nous sommes de l'industrie propre, en quelque sorte. Donc, quand un maire a été capable, à côté, dans une ville de 20 000, 40 000 habitants, ou des petites préfectures, regardez Laval. Bon, il a fallu vraiment qu'il y ait une intuition du maire, il y a maintenant 40 ans, même largement 50 ans, de dire c'est la technologie l'avenir. Et d'avoir fait d'une ville qui était une petite capitale agricole, je pourrais dire laitière, puisque bon, c'est quand même le siège de Bénier, mais Laval, aujourd'hui, s'est érigé grâce à ces activités de transformation, notamment technologique, informatique, mais aussi de formation, les instituts, les écoles qui sont ici dans la ville, Laval virtuel, et l'exemple même, voyez, comme quoi. Donc, le sport, la culture et l'économie qu'on va qualifier de propre. On entend souvent cette expression « repenser son territoire ». Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire repenser son territoire, et notamment qu'est-ce que ça veut dire repenser son territoire à l'heure du numérique? Oui, moi je me passe le terme ni de repenser ni de revisiter. Simplement que rien n'est définitif. Rien n'est définitif, et comme nous l'évoquions tout à l'heure, les élus doivent être en réponse aux nouvelles conditions de vie. Doit-on les anticiper pour faire venir de nouvelles populations? Ça, c'est un choix stratégique, bien entendu. Ou, effectivement, simplement être en réponse, sans trop de décalage, doit être en résistance pour dire, attendez, moi j'ai un modèle, qui est un peu traditionnel, je tiens à le préserver. Ça peut aussi être une réponse. On ne va pas jouer le village amish et continuer à vivre comme au XIXe siècle, mais il y a des stratégies qui répondent à des sociologies, à des sensibilités qui sont différentes d'un territoire à l'autre. Qu'est-ce que c'est le territoire intelligent, et quelle différence entre un territoire intelligent, une smart city, tous les concepts que ça peut recouvrir? Bon, moi j'ai eu le complexe de la smart city. On n'a pas pris le départ au moment même où le mot, le concept a été répandu, excessivement répandu. C'était presque donc la ville qui était à la mode. Bon, alors il est certain que l'informatique, plus maintenant l'intelligence artificielle, peut participer au confort de l'administré. Mais il y a deux types, en quelque sorte,
d'administrés. Il y a l'administré citoyen qui habite la ville, et il y a le visiteur, qui est aussi un administré temporaire. Bien sûr, j'ai le sentiment qu'il faut donner le plus de services possible, statiques en quelque sorte, à nos populations, dématérialisation, information instantanée, et à nos visiteurs, une information différente, qui est un peu plus dynamique, de type combien il y a de place dans les parkings, les informations flash, beaucoup. On peut aller jusqu'à la qualité de l'air. Bon, il faut une place se libère dans un parking. On a déjà, c'est technique, mais je pensais par exemple, je veux mettre ça en place très prochainement pour les places pour handicapés, parce que, pour que l'handicapé n'ait pas à chercher sa place. Donc là où il localise immédiatement une place libre. Voilà, c'est du service, bien sûr. Au-delà, j'ai un sentiment qu'on rentre dans une sorte d'artificialisation de la vie locale. Nous avons fait en matière de culture, et là c'est le choix du numérique, puisque Enghien-les-Bains, à travers son centre des arts, a d'abord fait partie du réseau UNESCO des villes créatives. Nous avons été élus il y a presque 10 ans, en 2013, pour entrer dans ce réseau, dans la catégorie qu'on appelle art numérique. Il y en a seulement une quinzaine à travers le monde, et, quelques-unes, et d'ailleurs c'est Enghien qui est le leader du cluster interne à UNESCO, et Enghien est également préside le comité français des villes créatives UNESCO. Donc toute petite ville, voyez-vous, qui s'est différenciée, affirmée par ce caractère numérique, mais qui n'a pas été dans un premier temps au service des populations, mais davantage au service d'une nouvelle identité culturelle. Et nous sommes aujourd'hui, bien entendu, ce qu'on appelle une scène nationale, scène d'intérêt national d'écriture numérique. Est-ce que justement le numérique ne prend pas tout son sens pour comprendre le métabolisme de la ville? Alors il y a deux choses, non, mais il y a le tableau de bord dont on a besoin en termes d'exploitants, bien sûr les services techniques, au niveau, ça va de l'hygrométrie de nos parterres, la consommation dans nos écoles, la régulation du chauffage. Bon, ça, bien sûr qu'on a mis tout ça en place. J'ai même mis, il y a plus de 20 ans, nous avions, avec une entreprise innovante, la télésurveillance. C'était très innovant il y a 20-25 ans, de nos feux rouges. Nos feux tricolores. Donc, dès qu'il y en avait un en panne, on le savait. Donc, c'est important, bien sûr. Ce qui devient, à mon sens, plus nécessaire et au service des populations, c'est de participer avec eux aux économies d'énergie. L'éclairage public en est un exemple. Bon, nous avons bien sûr, à travers le relamping, je n'aime pas trop ce mot, mais enfin, il veut bien dire aussi ce qu'il veut dire, les éclairages LED, qui nous ont coûté souvent beaucoup plus que les économies financières qu'on ne pouvait en découler, qui pouvaient en découler. Sur les écoles, je vous donne un exemple, parce qu'en réalité, on n'éclaire pas beaucoup dans les classes. Il y a des mois entiers et on n'aura jamais amorti. C'est pas ça le problème. C'est pas d'amortir, c'est d'être en économie d'énergie, de participer collectivement avec l'ensemble des populations françaises et mondiales à réussir ce challenge de consommer moins, évidemment, d'énergie fossile. C'est vrai pour l'éclairage sur la voirie. Là, nous allons mettre quelques rues sous capteur de manière à diminuer l'intensité qui ne se rehausserait qu'en fonction de présence de physique. Alors c'est un problème d'ailleurs, le problème de l'éclairage nocturne, même si on lutte contre on appelle la pollution lumineuse, il y a un problème de sécurité. Donc,
Enghien est une ville sensible, bien entendu, parce qu'il y a, dès que vous avez beaucoup de vitrines, en quelque sorte, je ne parle pas seulement de vitrines au sens physique, mais aussi au sens figuré, ça attire la délinquance. Bon, on maîtrise depuis quelque temps beaucoup mieux. La vidéosurveillance y participe. Vous vous rendez compte que sur cette ville où il y a en quelque sorte que 120 hectares vraiment structurés et urbanisés, il y a 100 caméras. Dans les parkings, il y en a presque une centaine également. Donc, et tout ceci participe à la sécurité, c'est de la technologie. C'est du numérique aussi, puisque en plus nous sommes fibrés, notre réseau de télésurveillance, mais aussi la ville est fibrée depuis 2015 maintenant. On a été la première ville valdoisienne à être fibrée par Orange, totalement fibrée. Quel défi majeur pour améliorer ce métabolisme de la ville? Je pense que notre premier défi aujourd'hui, d'ailleurs il va passer par ce PLU en révision, c'est de favoriser l'environnement vert, de réussir une désimperméabilisation des sols. Le PLU va réduire l'emprise à la construction. Nous n'allons plus, on va surveiller. Aujourd'hui, ce n'était pas en quelque sorte régulé, mais combien avec une toute bonne foi, sans penser à mal, combien pour rentrer leur voiture dans leur terrain, dans leur propriété, ont cimenté ou pavé au ciment. Bon, ils ont imperméabilisé. Or, vous pouvez avoir un espace de stationnement élégant avec un pavage sur sable. L'eau s'infiltre. Voilà. Petit à petit, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants parce que nos sols ont bougé. On voit combien nous sommes, nous, Enghien, tributaires de cette question de l'infiltration des eaux pluviales. L'eau d'Enghien, l'eau thermale d'Enghien, n'est pas une eau fossile. C'est une eau pluviale qui s'est infiltrée sur les flancs de la colline de Montmorency et de Cormeilles-Sannois, puisque nous sommes en vallée, il n'y a pas une très grande différence d'altitude. Le lac d'Enghien est à 40 mètres d'altitude et les plateaux supérieurs sont à 160, vous voyez, 160, 170. Mais ce sont des flancs de gypse. Les deux collines sont des collines de gypse, puisque Cormeilles, dans tous les livres de géographie, à une époque, on voyait des photos de la fameuse carrière Lambert de gypse de Cormeilles. Et l'eau pluviale sur le gypse sulfate et circule souterrainement le long du Talweg, cette vallée, et sous le lac, nous avons là donc des colonies dans les sables de Beauchamp, des colonies oxydoréductrices. Ce sont des bactéries qui transforment l'eau sulfatée, c'est une oxydoréduction, l'eau sulfatée en eau sulfurée. Bon, qui devient un véritable médicament, puisque cette eau a le degré de soufre, avec Alvar, le plus fort de France. Eh bien, nous avons divisé par 10, depuis les chiffres que nous avons, les volumes en mètres cubes d'eau thermale, nous avons divisé par 10 malheureusement depuis les années 1900 à nos années de début 21e siècle. Voilà, tout simplement parce qu'il y a 100 ans, la vallée de Montmorency, c'était une vallée d'arboriculteurs. Elle était peu construite, il y avait un peu de pavillons, de banlieue déjà, bien entendu, mais elle était peu construite. On sait bien comment Deuil, Margency, Groslay, l'autre côté, étaient des références en termes d'arboriculture. Les poires de Groslay restaient tout à fait célèbres. Aujourd'hui, c'est fini. Tout a été construit. Et même un lotissement, on fait des routes, on cimente, on goudronne. Voilà. Et je pense que c'est très mauvais pour l'équilibre général. Donc, vous avez là un exemple d'un effet sur même donc un repère extrêmement historique et en termes de santé aujourd'hui, puisque notre thermale, je dis bien pour les voies respiratoires, est vraiment une grande référence. Mais nous avons abîmé la nature. Donc il faut la reconquérir.
Il faut la reconquérir, comme il faut remettre en service, c'est la question qui est celle des fameux schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau, les SAGE. Il faut remettre en service toutes nos voies d'eau, nos petits ruisseaux, nos rues, etc. Il faut les assainir. Nous avons encore trop de branchements sauvages. Voyez-vous, il y a tout un travail. Et les élus territoriaux, c'est ça qui est encourageant, en ont vraiment pris conscience. Vraiment pris conscience. La seule réserve que j'aurais, surtout, que l'administration technocratique ne freine pas cet élan, que la pertinence soit, et puis évidemment la science, soient les seuls véritables paramètres de ces reconquêtes, de cette révolution culturelle. C'est une vraie révolution culturelle. Parmi les défis, on va parler des cœurs de ville. Ce n'est pas le cas en Guyane, mais dans beaucoup de villes médianes, de province, quand on se balade, on voit que les cœurs de ville sont à l'agonie. Les cœurs de ville sont à l'agonie parce que la périurbanité s'est développée, parce que 70% des gens font leur course en périurbanité, et les cœurs de ville meurent. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour dynamiser les cœurs de ville? C'est bien amorcé, je pense. Je pense que les usages, les réflexes consommateurs se sont inversés. La crainte aujourd'hui des grands espaces structurés, trop lourds à vivre, est la meilleure preuve. C'est la révision des grands groupes de distribution. Quand on voit donc que ce soit Carrefour, Auchan, qui sont en train de réintroduire ce qu'on appelait hier la supérette, les superficies de 1000 mètres carrés. Et on va moins maintenant dans un 20 000 ou un hyper infiniment avec ces galeries où tout est artificiel, y compris le parfum du pain ou du croissant, parce qu'on sait très bien qu'en réalité ce sont des fragrances qu'on balance dans les aérations, les aérateurs plutôt. Il y a un retour sur le cœur de ville. Parce que d'abord, on est sans doute un peu moins usager de sa voiture, encore que ça dépend quelle course on fait. C'est pas avec un vélo qu'on va revenir avec ses packs d'eau. Mais il y a aussi les drives, il y a maintenant beaucoup plus de livraisons, il y a plein de petits services qui sont en train de renaître et qui donnent aussi du confort de vie et peut-être des petits jobs à beaucoup de jeunes gens. Un cœur de ville, c'est aussi un lieu où on a envie de rester. C'est-à-dire on fait ses courses et puis on flâne, on peut boire un pot, on peut laisser les enfants sur un square ou sur un site en hiver qui est aménagé un peu plus ludique. Je pense qu'il y a là une manière de se réapproprier les centres-villes. Centre-ville qui par ailleurs, Enghien, nous n'avons pas un vrai centre-ville, parce que Enghien se caractérise en vérité par le croisement de deux axes. Il y a un axe routier historique, Argenteuil-Montmorency, qui passe devant le lac qui est en réalité un étang, puisqu'il n'était pas naturel. C'est une digue qui a été élevée au Moyen-Âge, vraisemblablement, mais c'est la route. Et nous avons donc une route, on ne va pas vers Paris, voyez-vous, c'est la différence. La plupart de nos villes ou villages alentours sont sur la route de Paris. Elle a changé de nom, mais nous, non. Nous sommes en transversalité. Et ce qui est venu au 19e caractériser la ville, le chemin de fer, qui, lui, est vraiment en croix. Et la ville s'est dilatée autour de ces deux axes, sans en quelque sorte avoir un pivot central. Alors qu'auparavant, qu'est-ce que le pivot central ? C'est l'église, c'était le château, ou les éléments de vie incontournables au Moyen-Âge, comme encore durant les 16e, 17e, qui ont fait ces cœurs de ville. Nous pas.
parce que nous sommes une ville qui est donc quasi contemporaine. Le défi démographique, le vieillissement de la population, comment attirer les jeunes, comment réintroduire de l'emploi dans les villes. Alors c'est un problème des villes médianes de province, mais vous évoquiez aussi tout à l'heure la transhumance quotidienne. Comment on fait pour qu'Anguin devienne pas une ville dortoir? Comment on fait pour maintenir la vie? Oui, alors ça c'est une question qui est vraiment plus délicate. Bon, si on prend Anguin-les-Bains, mais qui n'est pas vraiment la référence. Nous avons aujourd'hui plus à Anguin d'emplois actifs que d'actifs résidents à Anguin. Bon, logiquement, s'il n'y avait pas une différenciation socio-professionnelle, les Anguennois pourraient tous rester à Anguin. Mais il est bien évident que la différenciation donc socio-professionnelle fait que nous avons à Anguin, en raison de la nature même, de l'habitat, du coût de l'immobilier, nous avons une population de cadres supérieurs, de professions libérales importante, qui n'a évidemment pas ces emplois sur la ville. Donc il y a une transhumance qui se fait, qui est importante, elle est classique, bien sûr, mais c'est assez étonnant d'avoir ce nombre d'emplois. Alors, qui sont plutôt des emplois de catégorie C ou B, pour reprendre des références plutôt de droit public, mais nous sommes là dans un très bon équilibre, bien entendu. C'est pas le cas ailleurs. Voilà, c'est pas le cas. Et là, il faut que les maires, les conseils municipaux, aient vraiment une stratégie, une perspective, à condition d'avoir du foncier. Et de respecter la loi climat, qui est zéro artificialisation nette des sols, n'est-ce pas? Alors, elle ne s'applique pas à l'instant T, elle s'appréciera sur les 10 ans à venir, mais les élus qui donc ont vraiment des projets, des stratégies sur les 10 ans à venir, savent qu'ils devront compenser l'artificialisation des secteurs quand ils ont des belles réserves foncières, quand on a des territoires de 300 hectares, 200 hectares, 300 hectares de territoire communal, on a en principe des réserves foncières. Ce qui va être sacrifié en quelque sorte pour faire de l'activité devra être compensé par de la restitution naturelle. Ça, c'est un enjeu, c'est pas facile. Ça nous amène au défi de l'urbanisme, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais ces grandes lois cadres comme celle de l'artificialisation des sols, finalement elles sont nécessaires. On a 36 000 communes en France, avec des niveaux d'élus et de culture politique et de culture diverses et variées. C'est nécessaire, ces grandes lois cadres, pour donner des directions aux élus. Et tout à l'heure, en fait, ce que je voudrais, c'est qu'on évoque aussi l'équilibre précaire entre les grandes orientations politiques, et puis vous parliez tout à l'heure de la technocratie. Alors, l'élu, il lui faut une certaine liberté, et en même temps, il lui faut des cadres. Comment on trouve cet équilibre? Oui, là c'est un point sensible, et j'avoue que je suis plutôt en esprit critique là. Il faut des lois de programmation, j'en suis absolument convaincu, parce que la France a son identité dans la diversité qui s'est construite par ses paysages, sa géographie, mais les hommes à travers des siècles, c'est sûr. Néanmoins, aujourd'hui, trop de diversité conduirait à des inégalités économiques, et donc forcément, à un moment donné, inégalités matérielles. On ne peut pas avoir des territoires riches et des territoires pauvres. C'est l'intérêt d'être une nation, et c'est ce que la République a toujours tenté de faire, c'est d'assurer donc la compensation. Les grandes lois d'orientation, pourvu qu'elles ne soient pas trop technocratiques, sont
absolument nécessaire. Je le pense, là, pour le climat, même s'il y avait quelques ayatollahs derrière, bien sûr, elle le serait en matière de santé. Je vois comment il faut réviser complètement la loi de 2015, la loi de programmation. Je crois que Jean-Claude Durousseau, vous êtes, vous, un spécialiste de ces questions, et aujourd'hui, ça s'avère urgent, bien sûr, de repenser cette capacité à assurer la sécurité sanitaire à travers tous les territoires français. Ça a été nécessaire en termes d'habitat, bien entendu, mais, et encore que là, on est tombé sur un excès de la loi SRU. Bon, au départ, elle est légitime, bien entendu, mais quand la loi devient absolument contraignante sans tenir compte des réalités qui sont géographiques, le foncier c'est du géographique, Enghien-les-Bains c'est 174 hectares, 44 de lacs, donc on tombe déjà à 130. Nous avons en termes inconstructibles les cimetières, le domaine public ferroviaire, les parcs et jardins qui sont en plus absolument nécessaires à la vie. Bon, il nous reste 120 hectares. On est déjà 12 000 habitants dessus. J'ai plus de foncier, il n'y a plus rien. Donc, pour réaliser certains équipements, il a fallu acheter plusieurs maisons, voire parfois une belle maison, une belle villa ancienne qu'on a rasée pour faire la fameuse maison de la petite enfance, qui est une vraie réponse. Mais pour le logement, nous en sommes aujourd'hui, vraiment, on ne sait pas où le trouver. Donc, il faut atteindre 25%. On est parti de 6, je suis à 10,5 aujourd'hui. Il faut que je fasse 800 logements dans Enghien. Comment on fait? On ne construit pas sur le lac. Et pourtant, la loi considère que notre territoire, bon, il est, par rapport à notre densité, il inclut le lac. On est dans la débilité, voyez-vous, de tout ça. Bon, sans compter les retards qu'on prend avec les contentieux, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une préemption sans prendre un risque d'être agressé par le professionnel qui a été évincé. Bon. Donc voilà une loi excessive. Bon, la loi Elan a tenté d'ajouter quelques éléments d'exonération, bien sûr, mais ça reste insuffisant. Alors, une loi voulue, très bien, moi j'ai beaucoup apprécié le principe donc de la loi 3DS. Donc, décentralisation, déconcentration, différenciation et simplification. Bon. Décentralisation, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup progressé. Déconcentration, ah oui, ça c'est une certitude, messieurs et mesdames les préfets, vous allez avoir de plus en plus de travail. Les préfets vont devenir les dépositaires permanents, contrôleurs de l'État et de ses services. Parfois les services ne sont pas à la hauteur. Parce que quand on a imposé aussi aux administrations préfectorales de se réorganiser, autant dire, de se concentrer, bon, ça n'a pas donné forcément toujours l'efficacité nécessaire. Différenciation, oui, je crois qu'il faut. Mais c'est insuffisant, sans casser le mécanisme même du principe de la nation. Il y a des territoires à différencier, je suis. On l'a tenté depuis 2004 avec la loi d'expérimentation. La montagne, ce n'est pas la plaine, c'est bien évident. Il y a des contraintes d'organisation, de vie qui sont absolument différentes. Donc ça va dans le bon sens. Et on a ajouté simplification. Mais où est la simplification? Je voyais cette loi. Elle amplifie la complexité. Je regardais très récemment sur le fonctionnement des sociétés d'économie mixte. Nous avons dans le département la CEMAVO, qui est la société donc d'aménagement du département, dont je suis le président depuis longtemps. On nous a ajouté encore des formes. Je dis non, ça va. Je dis ça va. Bon, c'est là où on se trompe. Il y a à un moment donné une sorte de... comment vous dire ça, de suspicion de l'administration, parce que ça ne vient pas du politique, ça.
Ça vient d'une administration qui ne fait pas confiance aux élus. Donc, on le voit dans d'autres domaines. Il faut constamment être contrôlé, évalué, avec des mots-clés qui sont à la mode, bien entendu. Et nous avons un sentiment aujourd'hui que en termes financiers, on a retiré, et ça c'est très important, les collectivités locales sont en train de perdre leur autonomie fiscale, donc leur autonomie financière, et donc, enfin, contrairement à la Constitution, l'autonomie de gestion. L'autonomie de gestion. Le département n'a plus du tout d'autonomie fiscale. Nos départements de France n'ont plus du tout. Ils n'ont plus d'impôts. Il n'y a plus de levier. Ils dépendent de la TVA, ils dépendent de la TIPP, ils dépendent de l'impôt sur les mutations, la taxe sur les mutations, mais ce n'est pas eux qui ont le taux, bien entendu. Donc, ils ont perdu l'autonomie fiscale, ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand vous n'avez plus de levier, vous n'avez plus votre autonomie financière, seulement de la dépenser, mais pas, en quelque sorte, de la réguler. Nous, les communes, on vient de perdre la taxe d'habitation. Bon, on nous la compense par ce fameux transfert du foncier des départements. Mais là-dessus, nous perdons aussi les effets de levier. Ce n'est pas sain. Voilà. Ça, ce n'est pas sain. Et quand on observe la concentration, en quelque sorte, entre les mains de l'administration d'État, qui, elle, est délocalisée, nous sommes à la merci, en quelque sorte, des analyses d'une fonction publique d'État qui a toujours eu une sorte de réserve, de suspicion, voire de concurrence entre fonction publique territoriale et d'État. Et ça, ce n'est pas une très très bonne chose. Cette suspicion dont vous parlez et cet engagement, cette mainmise de l'État toujours plus importante, et pourtant il y a un domaine où l'État régresse, celui de la sécurité. Sur cette question donc, des polices municipales et de la sécurité, les communes n'ont fait que compenser le déficit de sécurité. L'État, entre 1941 et les années 1990, a eu un véritable monopole de la sécurité, police d'État partout. Alors que jusqu'en 1941, en France, la sécurité dans nos villes était assurée soit effectivement par la gendarmerie, c'est donc l'État, mais était assurée par des polices municipales. Bon, la première des polices municipales, c'était la police de Paris, la PP, la police parisienne. Bon, elles ont été nationalisées en 1941, et pendant environ donc une cinquantaine d'années, l'État a assuré plus ou moins convenablement cette sécurité urbaine. Il est vrai que par un déficit, une augmentation de la délinquance d'abord, on a observé à partir des années 70 une progression constante de la délinquance urbaine, des effectifs qui n'étaient plus à la hauteur, et donc les maires, se basant sur des articles anciens, depuis pratiquement même le statut du garde champêtre, ont donné des réponses à leur population. Nous avons créé une police municipale, donc vraiment autour des années 1990, avec réticence. Moi, je reste convaincu que ce n'est pas au maire d'assurer cette sécurité. C'est à l'État. Peut-être que j'ai encore une vision un peu, trop classique de l'État, de type État gendarme, c'est-à-dire un État qui assure la sécurité armée, la diplomatie, la justice et bien sûr la police et la gendarmerie, c'est devoir régalien. Bon, pour des raisons idéologiques, pour des raisons financières, on n'a pas été à même
par un déficit judiciaire, il faut aussi le dire. Nous avons laissé par un déficit éducatif. Faut également le voir, parce que bon, quand vous regardez la population de nos maisons d'arrêt, de nos prisons, on s'aperçoit que les jeunes gens qui sont là, ils n'ont pas de formation, ils ont une scolarité abîmée, ce sont des décrocheurs, ils se sont abîmés dans les systèmes des économies souterraines. Donc on voit bien que là, la réponse était en fait à manquer bien en amont. Donc on s'est mis à compenser pour rassurer nos citoyens. Bon. Aujourd'hui, je me retrouve à Enghien-les-Bains, une ville de 12 000 habitants, qui accueille 20 000 personnes par jour, à peu près. Il y a des jours un peu moins, mais des concerts comme nous allons évidemment les organiser le 11, le 18, le festival du jazz, un concert sur le lac, puisqu'on a la chance d'avoir inventé la plus grande scène flottante européenne. Et nous avons donc un service de police de 45 policiers. 45 policiers armés. Pas tous, mais presque tous armés, une organisation qui est vraiment parfaitement rodée, que la police nationale apprécie, et en parallèle, on ne se plaint pas en Enghien. J'ai la chance d'avoir un très beau commissariat, qui a été reconstruit il y a maintenant un petit peu plus de 20 ans, qui est absolument superbe. C'est la tête d'une circonscription de 125 000 habitants. Nous avons là un commissaire et un commissaire adjoint, des effectifs de police dont je ne connais jamais d'ailleurs le nombre, parce que ils sont 160, 200, j'en sais rien, il manque toujours des postes, mais ils ne font plus que, en quelque sorte, l'ordre public, bien sûr, ils font bien sûr la police judiciaire, mais ils ne font plus la police de proximité, ils n'ont plus le temps, ils n'ont pas les moyens. Donc c'est nous qui devons la faire. Voilà. Donc cette police que nous avons est une police de plus en plus active, qui n'a pas tous les moyens, et c'est là où je pense qu'il y a encore une régulation, une adaptation à faire. Donnons-leur les mêmes moyens que la police nationale. Mais alors là, attention, le Jacobin refuse. Police municipale, la police prétorienne du maire, la garde prétorienne. Moi, je n'en veux pas d'une garde prétorienne. On s'en passerait bien, voyez-vous. Je préfère avoir un commissariat avec tous ces effectifs qui assurent tout la police secours. Il n'y a plus de police secours, ça n'existe plus. Donc, on fait le job, mais sur des finances locales. Donc, en réalité, qu'est-ce que nos villes, et c'est le propos qui est vraiment en filigrane depuis que nous conversons, c'est que toutes ces interventions des communes, toutes ces inventions, ces compensations ont des coûts. Et on dit en parallèle que ce sont les communes qui dépensent le plus. Et que dans l'endettement, en quelque sorte, de la France, on serait partie prenante majoritaire. C'est pas vrai. On représente les collectivités 10% de l'endettement national. Bon. Et il y a une justification maladroite, malhonnête, qui a été faite par le politique national, par notre président actuel, comme ses prédécesseurs. Comme ses prédécesseurs. Voilà. On est un peu la variable d'ajustement. On l'est dans le propos politique, et on l'est surtout sur le terrain. Mais on le fait avec bonheur parce que c'est nos populations qui sont en jeu. Les gens, justement, parlons-en. Quelles sont les aspirations des gens aujourd'hui dans une ville médiane? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tout sous la main. Tout sous la main. Le plus grand, le meilleur environnement en termes de bruit. On veut être tranquille. On veut être tranquille. On ne veut pas payer beaucoup. On refuse en quelque sorte les charges nouvelles. Et surtout, on veut le meilleur au moindre prix, quoi. Donc c'est la notion de tranquillité de service. Aujourd'hui, nos populations sont consommatrices. Voilà. On a affaire à des usages.
on a pu affaire à des usagers qui étaient des citoyens. On a affaire aujourd'hui à des consommateurs qui perdent, alors ça c'est heureusement, c'est un paradoxe, qui vont perdre l'argument, moi monsieur, je paie des impôts. Parce que dans des villes comme la nôtre, où on a 52% de propriétaires, c'est pas beaucoup, c'est à peu près le taux départemental, ça veut dire que un citoyen sur deux, n'étant pas propriétaire, lui ne paie plus d'impôts. À la ville, mais ils font la différence, ces gens. Ils font la différence, ils ont la culture politique. Ouais, ça, à un moment donné, ça doit. Je pense que ça doit se faire. C'est une enquête qui serait intéressante, sociologiquement, à conduire, mais effectivement, à un moment donné, je consomme et je paye rien. Parmi les services nouveaux, et on rejoint le défi démographique, il y a le service à la personne. Oui. Donc ça, c'est une dépense nouvelle encore pour les villes. Il y aura de plus en plus. C'est le problème des seniors, bien sûr, service à la personne, avec le souci de maintenir au mieux les seniors à domicile, ce qui signifie qu'il faut avoir il faut mettre en place ou suggérer, accueillir des initiatives privées ou les mettre en place pour assurer effectivement le service à la personne. Ça commence par le repas à domicile, ça concerne l'accompagnement, ça concerne le déplacement dans la ville. Même si j'ai peu d'utilisateurs, mais nous avons une petite navette pour les seniors, elle est gratuite, pour aller au marché. On me dit, ah oui, mais monsieur le maire, on voudrait aller à l'hôpital aussi, visiter nos parents, nos amis. Voilà. Si on répond aux sollicitations, c'est sans fin. Voilà. C'est sans fin parce que on peut, c'est naturel. Les villes ont toujours été génératrices de services et on attend forcément toujours un développement. Il est certain qu'on a réduit l'individu à être dépendant. S'il est en attente, c'est parce qu'il a perdu la capacité de faire lui-même. On ne lui donne plus les moyens d'être autonome. Et la complexité aujourd'hui de la vie n'invite pas, ne permet pas à certaines personnes d'être autonomes. Donc ils dépendent des autres. Moi, je vois. Prenez cet exemple-là. On a évoqué la ville numérique. Bon, on parle beaucoup comment dire, d'électronisme. Bon, encore que je fais des anciens qui s'y sont mis. On donne des cours, des formations, bien sûr, sur les tablettes et autres qui sont vraiment très, très doués. Je peux vous dire, j'ai un senior dans la ville, il a 89 ans. Allez, je le cite, c'est Roger Brégout. Mais c'est un champion, lui. Il maîtrise tout. Il produit des tableaux numériques, des arts en art numérique. C'est fantastique. Mais pour d'autres, ils sont perdus. Ils sont absolument perdus. Donc, nous mettons en place des compensations en parallèle à un désengagement de l'État. Ici, nous avions en gain, jadis, le trésor public, bien entendu, mais également, donc, on avait une recette des impôts indirects. Bon, parti. Il n'y a plus dans le département du Val d'Oise que 3 trésoreries. 3. Moi, chaque matin, quand j'arrivais à la mairie, il était là sur le côté, nous les logions. Il y avait quand même une quinzaine de fonctionnaires qui étaient là. À 9h du matin, à l'ouverture, il y avait toujours 4-5 personnes. Je ne parle pas des périodes, évidemment, stratégiques de déclaration ou de paiement. Non.
Bon, c'était donc bien des personnes qui avaient besoin de venir physiquement. Alors, on a organisé des rendez-vous électroniques, hein, bien entendu. On a un poste, on a formé un de nos agents, on prend rendez-vous avec le centre des impôts, hein, puisqu'aujourd'hui, l'assiette et la collecte, hein, c'est dans les mêmes locaux, c'est à Hermont. Donc, il y a Hermont, il y a Cergy, il y a Gonesse. Vous voyez, bon, il y a un déficit incroyable. Vous savez, les Gilets jaunes d'il y a 3 ans ont été forcément une réaction. Après, ils ont été politisés par des libertaires et autres anards rouges ou noirs. Mais ça a une cause. Hein. Quand vous n'avez plus rien sous la main, le médecin qui est loin, parce que bon, moi, j'ai beau avoir encore mes 7 généralistes, mais ils ne prennent pas un patient de plus. Bon, vous recevez une lettre des impôts, comment vous devez y répondre? Je peux pas aller à Hermont, je peux pas bouger. Voyez. Donc maintenant, il faut qu'on donne aussi au maximum des réponses à des personnes isolées qui ne peuvent plus assurer leur autonomie. Là, je ne m'en rends pas compte numériquement, hein, je n'ai pas de repères et d'effets quantitatifs en termes de visiteurs. Nous savons par Airbnb, la directrice nationale des relations publiques d'Airbnb était ici il y a environ 1 mois et demi. Elle m'a donné des chiffres. Il y a une 50aine d'Airbnb à Enghien qu'on découvre. Hein. À l'office de tourisme, on a 6-7 déclarations. Hein. Là aussi, c'est une autre économie parallèle qui se développe. Hein. Au niveau du tourisme classique, j'ai de plus en plus de visiteurs, mais pas de résidents, sauf cet effet que je ne mesure pas. Simplement qu'à Enghien, on reste en moyenne 4 jours, ce qui veut dire que ce n'est pas du touriste enguennois, mais du touriste parisien. Étant en relation avec la gare du Nord en 15 minutes, on comprend bien qu'on vienne à Enghien payer 70 ou 80 euros, ce qu'on paierait 200 à Paris, on comprend bien. Puis on prend l'air en plus, on peut faire le tour du lac, c'est très agréable. Sur les autres effets, notamment d'itinéraire, on ne se rend pas bien compte. S'il y a eu un effet Waze ou autre, parce qu'il n'y a pas que Waze, bien entendu. On l'a réalisé quand il y a eu des grands chantiers sur l'autoroute A15. Oui, lorsque le pont de Gennevilliers, par exemple, a été donc en grande partie pratiquement fermé, pas totalement, mais on a eu des effets de répercussions, mais ça non. Si l'initiative est publique et le service privé, oui, c'est du PPP en quelque sorte. Bon, pas seulement à la construction-gestion comme on le faisait, comme c'était à la mode il y a une quinzaine d'années, bien sûr, mais on aurait tendance aujourd'hui, je pense, dans le domaine des seniors, des résidences seniors, à un moment donné, nous, communes, nous n'avons plus les moyens. Voilà. J'ai d'ailleurs dû, moi, être amené à réviser la restauration que nous assurions dans l'une des résidences, qui est privée, enfin privée, elle est associative, sur un terrain qui a été mis à disposition par la commune. l'EHPAD, c'est pareil, c'est une gestion privée, mais c'est quand même bien la commune qui a fait venir l'entreprise en 1992, donc j'ai pu ici accueillir donc, une association à Réfaux qui a été aujourd'hui donc reprise par une autre, bien sûr, et nous mettons à disposition, et on réalise que parfois le service est limite, parce que dans une entreprise publique, il peut y avoir un déficit justifié par l'intérêt général, l'entreprise privée ne se permet pas le déficit. Et j'évoquais cette restauration municipale que nous avions dans l'une de nos résidences seniors. Nous l'avons assurée pendant des années.
elle nous coûtait 300 000 € de déficit annuel. À un moment donné, surtout que nous avons depuis 3 ans donc des restrictions financières, le budget d'Enghien a quand même diminué. On est passé de 65 millions à 58 millions avec l'effet crise. On remonte petit à petit, mais on a connu quand même là un moment, comment dire, très très stressant d'adaptation. Et on a dû faire cette économie. Le privé l'a repris, mais ce n'est pas la même qualité. Parce qu'il n'arrive pas aux tarifs qui étaient des tarifs en plus à quotient familial à assurer sans perte. Voilà. Là, il y a une limite. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la chose publique a toujours compensé par des tarifs qui sont des tarifs les plus ouverts, les plus adaptés, ne pourra peut-être plus les assurer. Et ça fera partie du mécanisme inflationniste qui s'ouvre aujourd'hui. Pay by phone ou OpenGo, donc le paiement par le téléphone. Ça, c'est un exemple de collaboration entre des startups qui amènent un savoir-faire, un logiciel que les villes n'auraient pas pu développer, parce que si chacun se met à développer son petit truc tout seul, ça devient très très cher. Donc, elles amènent un service, la ville en bénéficie, et donc, est-ce qu'on ne va pas vers ce genre de partenariat Bien sûr. Où finalement, des nouveaux entrants, numériques notamment, amènent des services et la ville... Oui, c'est certain. C'est certain. Bon, il y a ce que nous avions avec une grande, difficulté d'adaptation quand on a commencé à dématérialiser, notamment la question des paiements, parce que il faut quand même penser qu'on est dans un vieux pays, avec un ministère des Finances qui est très innovant et très numérique pour la déclaration d'impôts et le paiement des impôts, mais qui ne l'est peut-être pas dans d'autres domaines. Je vais vous donner un exemple qui est lié au tourisme. Une petite start-up, qui s'appelle, je la nomme, Refundit, a mis au point un système de compensation pour les touristes étrangers, de remboursement de la TVA, donc des taxes, par crédit immédiat, qui évite donc à ce touriste d'aller faire la queue ou de déposer le dossier de remboursement. Donc il est crédité immédiatement et bien souvent il redépense sur le champ ce qu'il a été, la somme dont il a bénéficié en crédit. Bon, en Belgique, ça fonctionne très bien, Luxembourg, aux Pays-Bas, mais pas en France, parce que Bercy n'a pas encore donné son feu vert. On est en bonne voie. Il a fallu, donc, moi, au titre de l'association que je préside, les communes touristiques françaises, l'Association nationale des élus du tourisme, aller chez Cédric O, rencontrer donc son directeur de cabinet, les conseillers, pour présenter et dire voilà quelque chose qui est innovant, qui est un service pour le touriste étranger, c'est bloqué à Bercy. Bon. On est en voie, je pense. Voilà un exemple. Bon, encore. Alors, bien sûr que cet effet sera de plus en plus positif. Je vois Enghien, on vient de se doter, ça sera mis en route, je pense, dans 8 jours. C'est donc l'Umiplan qui a une appli qui s'appelle City One, qui donne toutes les informations que la ville veut donner, mais en même temps, on a l'opportunité de se brancher sur SNCF, RATP, ce que j'ai pris, ce qui veut que le citoyen, il aura une information sur son appli City One Enghien, le train qui est en retard, il n'y avait pas de train ce week-end, une fois de plus, puisque la ligne H est en travaux très lourd, très nécessaire depuis 2 ans, et encore pendant toute l'année 23, on n'avait pas fait de travaux depuis 40 ans. Bon, donc ça commençait à devenir inquiétant, et peut-être voire dangereux, et il y a des perturbations. Là, vous les avez en info directe. Et ça ne coûte pas énormément cher. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le futur, de la ville-service, il y aura un socle commun gratuit qui va être offert par la ville à ses concitoyens,
Et puis il y aura en quelque sorte une ville premium où il y aura des petits bouts d'extension payants. Je n'ose pas le croire, hein, mais je pense qu'on y arrivera. C'est pas bon. Hein. Moi, pour ça que j'ai dit qu'on n'ose pas y croire, parce que ce n'est pas ma vision du service public. Hein. Mais à un moment donné, les services auront de tels coûts, hein, que nous allons avoir malheureusement en quelque sorte hein, des services publics à différents degrés, parce que hein, le service public par nature est d'intérêt général, il est gratuit, hein, hein, mais quand il doit assurer un minimum, hein, un plateau minimum de services, quand par un esprit éminemment inventif, progressiste, économique, hein, on arrive à des services qui deviennent de superflu, par acculturation, vont devenir indispensables. Et là, il y aura sans doute des arbitrages à faire, parce que ça ne peut plus hein, être gratuit. Mais ma crainte, c'est ce que je viens de souligner, par une acculturation, ce qui n'était pas nécessaire il y a 10 ou 15 ans, va devenir indispensable aujourd'hui. L'urbanité, c'est la manière de vivre la ville. L'urbanisme peut y contribuer. Alors, c'est sans doute vrai et facile dans une ville nouvelle, parce que l'architecte concepteur, hein, et bon, bien sûr, il s'appelle Le Corbusier, par exemple, hein, parce que c'est le plus connu, hein, et celui qui a vraiment dessiné, bon, sa Cité heureuse, entre autres, mais qui est un excès, hein, à mon sens, hein, il a dessiné l'urbanisme d'une société nouvelle. Plutôt collective, hein, bon, à la limite communautaire, pas communautariste, hein, certes, hein, bon, mais dessiner pour les élus qui ont la chance hein, d'avoir des réserves foncières, hein, dessiner un quartier, un écoquartier aujourd'hui, hein, par exemple, hein, bon, un terme un petit peu abusif hein, également, parce qu'on a des mots miracles hein, aujourd'hui. Hein, l'écoquartier, c'est forcément le bel équilibre, hein, comme si la nature hein, était la jauge de toute chose, même si elle y participe, à mon sens, considérablement. Mais elle n'est pas que cela. Là, effectivement, hein, c'est un urbanisme qui va modifier par les conditions de vie, par les services, par les circulations, hein, le comportement humain, hein, voilà, forcément, bien sûr. Hein. Mais une ville ancienne, hein, dont l'architecture, avec ses, ces constructions qui ont été pensées pour une société du XVIIIe, voire médiévale, bien avant, hein, ou les villes du XIXe, hein, lorsqu'on a explosé les remparts, hein, qu'on a construit sur les faubourgs, hein, on a dessiné des villes. Hein, et avec une vision socio-politique de la population. Les quartiers sont bien hein, le miroir hein, des différences sociales. Hein. Il n'y a pas que l'argent. Hein. Il y avait bien entendu, là aussi, les géographes hein, nous expliquent ça très très bien historiquement. Hein. Et moi, je suis convaincu qu'effectivement, avec une vigilance hein, sur les règles d'urbanisme, hein, on peut influencer, infléchir hein, l'urbanité d'une ville. Ou la construire. Hein. Mais moi, je réfléchis plutôt sur une ville achevée ou quasi achevée. Je pense à Enghien, par le PLU que nous avons mis en révision, hein, où je vais tenter de réduire la réalisation, la construction des collectifs. Hein. Ça va être un bras de fer avec l'État. Parce que l'État veut qu'on construise. Hein, et qu'à chaque collectif que nous construisons, il y a 30% de logements sociaux. Donc je vais avoir un bras de fer, hein, je peux vous dire. Mais en revanche, on ne peut pas être hein, donc, dans un site patrimonial remarquable, un SPR,
sous l'autorité et la tutelle, parfois souvent bénéfique, de l'architecte des bâtiments de France. Chez nous, il est très sévère, mais on fonctionne avec. Donc une ville de paysage, une ville d'eau, une ville avec 500 maisons qui sont répertoriées, certaines sont exceptionnelles. J'ai là un ouvrage qui a été réalisé il y a une douzaine d'années sur le patrimoine architectural d'Enghien, et puis un ouvrage que je viens de commander à Madame Charlotte Mus, donc c'est des éditions AAM de Bruxelles. Je vais vous montrer tout à l'heure là, les documents. On a entre 1900 et 1950 des baraques incroyables. Bon, il faut les protéger, bien entendu. Donc, à un moment donné, dans ce PLU, je dis, on arrête. La zone UG, qui est une zone pavillonnaire, il n'y aura plus de collectif, plus du tout. On va favoriser au mieux qu'on peut le problème de la protection des sols et de leur infiltration. C'est entre parenthèses, mais pour vous dire combien ça peut être lié. Il y a une dizaine d'années, notre syndicat de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, le SIA, avait eu idée que la redevance n'était plus une redevance sur l'eau, donc l'eau usée, mais aussi une redevance sur l'eau pluviale. Comment apprécier le niveau de participation de la commune? Par photo aérienne et imperméabilisation des sols. Plus vous imperméabilisez le sol, plus la flotte va évidemment au caniveau au collecteur. Voilà. Voilà. Mais il est certain que donc, par ce PLU révisé, que beaucoup d'ailleurs de jeunes ne comprennent même pas, des jeunes arrivants qui m'emmerdent sur les arbres, sur les pistes cyclables et autres, qui ne comprennent même pas l'enjeu, voyez-vous. On travaille à la petite cuillère, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne laisse rien, parce que d'abord il ne faut rien laisser dégrader, c'est déjà le premier point. Donc il faut être en vigilance totale. Deuxièmement, l'éducation doit aussi participer, la concertation aussi. D'ailleurs, si on ne se rend compte pas, je ne vois pas comment il y aurait un phénomène éducatif pour faire de l'individu un vrai citoyen, quoi. Pas un citoyen comme on le disait il y a encore 10-15 ans, c'est-à-dire seulement responsable et participatif aux politiques, mais un citoyen qui est participatif à sa commune. Dans les 50 dernières années, est-ce que les politiques ont suffisamment porté d'attention aux villes médianes? Non, je ne crois pas. Je pense pas, parce que les politiques n'ont jamais, me semble-t-il, eu une écoute du territoire, au sens d'une vision des territoires. Le politique, jusque maintenant, était un élu de terrain et ne s'identifiait pas comme un élu de la nation. Je pense évidemment à nos députés, non, je mets à part, mais à nos députés en particulier. Par conséquent, ils étaient porteurs des intérêts locaux immédiats, ce qui les empêchait d'avoir une vision globale. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Pour beaucoup. Il en est, à mon sens, de même de la haute fonction publique, qui n'a jamais beaucoup voyagé, sauf pour aller effectivement de Paris à La Baule ou je ne sais pas où, au Cap Ferret. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Et qui n'ont pas eu la capacité de comparer. Aujourd'hui, ça pourrait se compenser à partir du moment où on a des députés qui ne peuvent plus être maires. Donc la preuve, c'est que certains aujourd'hui justifient le parachutage en disant c'est pas un problème, puisque je ne serai pas le représentant vraiment de votre territoire, je suis le représentant de la nation tout entière.
Et c'est un peu vrai quand on est à 13 km de Paris. Là, on vient de nous balancer quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Estelle Follest. Bon, très respectable, une femme bien, qui me plaît bien, chevènementiste en plus. Bon, donc, moi j'aime bien Chevènement. Et à partir de là, peut-être, s'il y a un travail, un vrai travail, avec des équipes plus solides autour de chaque élu, on peut avoir une vision globale du territoire. Voilà. Et de là, s'intéresser à ce qui en fait l'originalité avec ces éléments. Quand on voyage en France, c'est une telle diversité. Moi, j'ai la chance, par mon âge, d'avoir parcouru toute la France, d'avoir aussi, par quelques mutations professionnelles, également connu d'autres territoires, ou par ma responsabilité maintenant de président national d'une association de maires. Je vois cette France, elle est incroyable. Elle ne peut pas être traitée par un seul, en quelque sorte, une seule voix. Alors, il y avait derrière toujours cette obsession nationale aussi, c'est vrai, elle avait sa légitimité en d'autres temps, surtout que la France est tout de même un pays qui est artificiel. On ne peut pas dire qu'il y ait une nation française naturelle. Donc, c'est les rois de France qu'on fait un peu par hasard la nation française. Et la Révolution n'a fait que cristalliser le tout. C'est la polymérisation finale. Et après, la République aussi, pour se légitimer et se consolider, se protéger, à renforcer encore ce sentiment national. Mais il est exagéré à un moment donné. Et je reviens, moi, aux expériences nécessaires de différenciation, pourvu qu'elles n'altèrent pas. Voilà. Mais ça, il faut que le politique ait une vision globale. Quel type de ville vous voudriez vivre demain? La ville bienveillante, c'est drôle ça, oui, c'est le mot qu'on n'a pas utilisé jusque maintenant. Qui veille au bien faire, parce que bienveillant, c'est pas, comment dire, être gentil, c'est bien veiller à. Et oui, je pense que, vous savez, je pense qu'il y a plusieurs éléments, ou tout au moins il y a deux. On vient dans une ville parce qu'elle est pratique, parce qu'elle est bienveillante, donc on y vient pour des raisons qualitative et objective. C'est un choix. On va à Bordeaux aujourd'hui, par exemple, moi je viens de perdre encore deux de mes collaborateurs à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, c'est génial, il y a tout, il y a des services, il y a de la culture, il y a de la jeunesse, il y a la mer pas loin, bon, donc on va à Bordeaux. Alors ça, à mon sens, c'est vraiment l'analyse qui est objective. Mais on peut aussi aller dans une ville pour des raisons complètement subjectives, parce qu'on s'y sent bien, et que c'est un peu irrationnel. Une ville, moi, mais c'est subjectif, que j'aime bien, c'est Arras. Arras, parce que la campagne est très proche, la vie économique et industrielle est quand même présente. Il y a de l'histoire, il y a des relations ferroviaires et autoroutières extrêmement pratiques. On est en train à 1 heure de Paris, en voiture à 2 heures. Voilà. C'est là où je voulais d'ailleurs revenir quand j'avais 30 ans, 40 ans. Je dis je rentrerai à Arras un jour.